Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour nos nouvelles vidéos, on est parti pour la présentation, enfin le débrief plutôt de ce parcours du Tour de France 2024 qui a été révélé mercredi. Donc parcours qui comporte des changements, hein, bien évidemment par rapport aux autres années, puisque on n'arrivera plus à Paris, c'est une première dans l'histoire d'ailleurs que le Tour ne passe pas par Paris, n'arrive pas à Paris. Donc ça sera une arrivée à Nice, bien évidemment, qui avait accueilli le grand départ en 2020 pendant l'année Covid. Donc un parcours assez particulier. On va regarder un petit peu ce tracé avec le départ donc d'Italie, avec des premières étapes plutôt difficiles. On va aller voir une à une ensuite. J'ai réussi à avoir tous les profils. On va remonter par les Alpes, une première étape dans les Alpes. On va remonter du côté de Troyes et ensuite on va redescendre par Orléans. On voit que le nord et l'ouest est assez oublié. Je pense on aura de quoi le voir l'année prochaine, l'ouest. Je pense qu'on devra avoir un gros retour à l'ouest l'année prochaine. Ça devrait être un peu plus intéressant. Ensuite, on redescend pour aller chercher les Pyrénées, le sud, et bien sûr reprendre les Alpes pour en terminer à Nice. J'aime beaucoup ce parcours. On va regarder étape après étape. C'est vrai que le tracé, pas top comme ça qu'on le voit, mais bon, quoique, ça va quand même. Mais les étapes sont très intéressantes, notamment cette première étape entre Florence et Rimini, une étape vraiment hyper difficile pour une première étape de tour. C'est plus difficile hein, que celle de Bilbao cette année. Vous voyez l'enchaînement des difficultés avec en plus des grosses côtes. Il y aura un petit passage à Saint-Marin dans le final et on arrivera quand même. Bon, la dernière bosse est à 26 km de l'arrivée, mais je pense que c'est une étape qui peut vraiment rincer, avoir une arrivée en petit comité. Ça sera très intéressant. Le lendemain, on aura une arrivée du côté de Bologne. Pour moi, c'est pas sûr du tout qu'on ait une arrivée pour les sprinteurs, hein, parce qu'il y aura la côte de San Luca à faire deux fois dans les derniers kilomètres, notamment la dernière à 12 km de l'arrivée, donc 2 km à 10,6%. Pas sûr que tous les sprinteurs puissent passer. La troisième étape entre Piacenza et Torino, entre bon, Turin bien évidemment. Là, ça sera peut-être une opportunité pour les sprinteurs. On aura une bosse assez loin de l'arrivée. C'est l'étape la plus longue, je crois, de cette édition, avec plus de 230 km. Mais ça devrait être une première étape pour les sprinteurs qui auront un seul jour pour eux, hein, parce qu'après, on arrivera en France. Départ de Pinerolo, arrivée à Valoir, étape très courte, mais vous voyez la difficulté de cette étape. Le col de Sestrière d'entrée, 40 km d'ascension, 4% de moyenne, mais quand même 40 bornes d'ascension et quasiment 50, hein, parce que dès le pied ça va monter. On aura ensuite le col de Montgenèvre et le final avec le col du Galibier par le côté de l'Otaré, 23 km à 5,1% et l'arrivée en descente à Valoir. Ça promet là aussi du grand spectacle. Dès la quatrième étape, on aura quand même eu de sacrées étapes. Les sprinteurs qui seront peut-être de retour sur cette cinquième étape entre Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Vulbas. Là, ça devrait le faire hein, pour les sprinteurs. S'ils ont bien réussi sur la journée précédente à limiter la casse. Pareil, du côté de l'étape 6 entre Mâcon et Dijon. Là, c'est vraiment tout plat et taillé pour les sprinteurs. Il y aura une belle ligne droite en plus dans le final d'après ce qu'a dit Christian Prudhomme. Le contre-la-montre individuel entre Nuit Saint-Georges et Gévray-Chambertin. Contre-la-montre assez plat. Il y a une petite bosse, mais j'ai pas vu les pourcentages qu'elle présentait. Ça va permettre voilà, de faire des petits écarts. 25 km, hein, donc c'est pas non plus énorme. Mais voilà, ça fait le retour d'un contre-la-montre. On aura deux contre-la-montre individuels cette année. La huitième étape entre Saumur en Auxois et Colombey les deux églises. Petit moment histoire, j'ai envie de dire, avec le passage, l'arrivée à Colombey les deux églises, la ville, le village plutôt du général de Gaulle. Voilà, mais pas une étape non plus qui promet en termes de spectacle. Ça sera, je pense, une arrivée pour les sprinteurs. Avant une des étapes que j'ai le plus envie de voir, bah, c'est celle-ci, la neuvième, enfin, autour de 3 plutôt, et les 14 chemins de vigne. Ça peut être vraiment une étape de fou. On n'a pas de pavé, mais on a la découverte pour les hommes des chemins de vigne, puisque les femmes l'avaient pris sur l'édition 2022, la première édition
de France Femmes. Ça avait été pour moi une réussite, donc à voir. On peut avoir des crevaisons, également pas mal de difficultés parce que c'est nouveau pour les coureurs. Mathieu Van Der Poel, j'ai hâte de le voir sur ce genre d'étape. J'ai hâte de voir un Pogacar aussi. Donc on peut avoir beaucoup de spectacles sur cette neuvième étape que est l'étape peut-être une des étapes que j'attends le plus. La 10e étape, là aussi tout plat. Attention quand même entre Orléans et Saint-Amand-Montrond. Ça rappelle en 2013 les bordures avec la victoire de Cavendish, mais surtout les bordures qui avaient fait perdre un temps fou à pas mal de leaders, notamment à Contador, donc, à Valverde peut-être. Valverde et Contador, il me semble, et perdu du temps. Donc attention à cette étape qui est piégeuse. L'étape 11, l'arrivée au Lioran, c'est le même final pour moi que 2016 où Van Avermaet s'impose avec col de Néron, du Marie-Pas-de-Perol, col du Pertus, le col de Font de Serre et ensuite l'arrivée au Lioran. C'est la même arrivée qui était une étape très très belle sur le papier, mais en vrai qui avait déçu entre les favoris. Donc à voir. Pas sûr que les favoris prennent en tout cas tous les risques sur cette étape, hein. C'est pas sûr que les favoris prennent des risques. Ça sera pour moi une belle étape pour Baroudeur et pour l'échappée. Ensuite, le lendemain, on quittera Aurillac et on descendra du côté de Villeneuve-sur-Lot. Grosse étape là aussi pour les baroudeurs et sans doute pour nos amis les sprinteurs qui auront une nouvelle occasion avant le gros final de ce Tour de France avec la 13e étape qui arrive une fois de plus à Pau. Un Tour de France qui passe pas à Pau, c'est presque pas un Tour de France, j'ai envie de vous dire. Donc une arrivée à Pau pour les sprinteurs et un départ à Pau ensuite avec cette étape 14 entre Pau et Saint-Lary-Soulan. Donc on ne montera pas cette fois-ci du côté du col et Saint-Lary, et je me rappelle plus de comment il s'appelle, le col de Porte, col de Portée. Euh, donc là, ça sera l'arrivée à Saint-Lary comme en 2014 avec la victoire de Rafal Maïka. On aura le Tourmalet, on aura la Hourquette dans 6 ans, 3 cols qui vont s'enchaîner et le final à Saint-Lary. Ça peut être une bien belle étape, ça, avec cette arrivée au plat d'Adé. Même si c'est 10 km, je pense que l'étape est assez courte, ça peut partir de loin. Et le lendemain, pour le 14 juillet, là aussi une belle étape, avec énormément de cols, puisqu'on a directement Perrossourde d'entrée pour pour faire mal et pour faire une sélection. Ensuite, le col de Manté, le col de Portée d'Aspect. Tout ça permettra vraiment d'avoir, je pense, une échappée, avec ensuite la longue vallée et l'ascension du col d'Agne et du port de l'Ers avant d'aller chercher le plateau de Bay qu'on n'avait pas eu depuis, ça fera 9 ans du coup, dernière fois en 2015 avec la victoire de Purito Rodriguez. Donc bien évidemment, on a hâte de retrouver le plateau de Bay qui est une ascension très difficile, hein, 16 km à 8% de moyenne, c'est interminable. Donc hâte de voir cette ascension du plateau de Bay où ça va vraiment se jouer presque en course de côte, hein, parce que les cols d'avant sont un peu loin et peut-être pas assez sélectifs aussi. Donc hâte de voir cette étape du plateau de Bay. Ensuite, là, c'est une étape qui promet, enfin c'est une étape que j'ai envie de voir parce que forcément ça passera chez moi et bah, j'irai sans doute la voir cette étape entre Gruissant et Nîmes. Étape sur le papier qui n'a pas l'air non plus si, si incroyable que ça, mais attention au vent, on s'en rappelle, hein, de différentes étapes, on s'en rappelle de l'étape inverse entre Nîmes et Gruissant sur la Vuelta 2017, la victoire d'Yves Lampart, je me rappelle parce que j'y étais, il y avait eu énormément de bordures, donc là c'est dans le sens inverse, on peut avoir des bordures, on s'en rappelle du Carcassonne-Montpellier également en 2000, bah, c'était 2016 aussi, non c'est 2016, pas 2017, 2016, et la victoire de Peter Sagan, mais avec une bordure de fou furieux. Donc attention aux bordures sur cette étape, ça peut faire très mal. L'étape 17, entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Super dévolué, c'est une belle étape pour moi, ça, avec le col du Noyer qui peut piquer. On peut avoir une attaque peut-être d'un des favoris dans cette difficulté. Je me méfierai de cette étape, mais sinon, à part ça, ça peut être une très belle étape pour les échapper. La 18e étape, là par contre, c'est du fait maison, hein, pour les échapper entre Gap et Barcelonnette. Pas d'énormes cols, pas mal de difficultés. Le peloton devrait
rester, je pense, un peu tranquille et laisser partir des baroudeurs. Donc, il y aura une belle bataille à l'avant, je pense, sur cette étape qui peut être très intéressante. Avant le triptyque final, l'étape 19 entre Embrun et Isola 2000, avec le col de Vars et surtout la cime de la Bonnette, 2800 mètres d'altitude. On va passer plusieurs fois la barre des 2000, mais on va être quasiment à 3000. C'est monstrueux et c'est surtout 23 km à 7% la cime de la Bonnette. Ça va être un plaisir, ça fait un moment qu'on la voulait. Et ensuite l'arrivée à Isola 2000, là aussi ça va être chaud sur les routes du col de la Lombarde. Ça va être explosif cette étape, on a vraiment hâte de la voir. Et la 20e sera aussi d'ailleurs l'étape du Tour, la cyclo, mais qui est monstrueuse, hein. Autour de Nice, avec le départ de Nice, l'arrivée au col de la Couillole, on va aller prendre les classiques presque de Paris-Nice, avec le col de Brosse pour commencer. Ensuite, on enchaînera avec le col de Turini, le col de la Colmiane et le col de la Couillole. On va enchaîner 4 cols, quasiment pas un mètre de plat dans cette étape. Ça va être totalement dingue. Et la dernière étape, on terminera par un contre-la-montre hors de Paris. Ça s'était jamais arrivé de terminer hors de Paris. Et un contre-la-montre, on n'avait pas eu ça depuis 89 avec la victoire de Greg LeMond malheureusement. Mais un contre-la-montre énorme entre Monaco et Nice, 33 km. L'ascension d'entrée pour monter à la Turbie, 8 km à 6%. On aura ensuite la partie pour revenir sur le col d'Aise, 1 km 6 à 8%. La longue descente ensuite vers la promenade des Anglais. On va avoir une dernière étape qui peut être, ça peut être tout ou rien, ça peut être spectaculaire si les écarts sont faibles, et ça peut être assez ennuyeux même si le parcours est beau. Si, s'il n'y a pas grand chose à jouer pour une victoire finale, ça serait incroyable, mais pour un podium ou pour des belles places dans le top 10. Donc voilà, on verra, mais ça peut être un sacré chantier. On va passer au parcours du Tour de France femmes cette année, qui n'a de France que le nom, puisqu'on a seulement 3 étapes et demie sur 8, donc ça fait pas beaucoup quand même. Mais un parcours que j'aime beaucoup pour ce Tour de France femmes. C'est une réussite dans tous les cas, à chaque fois, hein, ce Tour de France femmes. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. On aura cette première étape aux Pays-Bas entre Rotterdam et La Haye, une arrivée pour les sprinteuses, véritablement, sur cette première étape. La deuxième, pareil, hein, pour les sprinteuses, entre Dordrecht et Rotterdam. Troisième, ça sera un chrono très court, 6 km. Je trouve que c'est dommage de ne pas avoir un chrono un peu plus long dans les rues de Rotterdam. J'aurais préféré avoir 15-20 km. Ça aurait été un petit peu plus intéressant. En plus, on a cette étape-là le matin et le contre-la-montre l'après-midi. Bon, c'est un petit peu particulier, ça se fera sur un jour de moins que l'année dernière. On partira le lundi, on arrivera le dimanche. Et les 2 années précédentes, on partait le dimanche et on arrivait le dimanche. Donc voilà, on économise une journée et ça sera au mois d'août cette année, l'année prochaine, le Tour de France femmes. Que dans la foulée du Tour de France hommes, on aura les Jeux Olympiques, donc voilà, pour avoir un peu plus de lumière, ça sera après les Jeux Olympiques. Donc ça aussi, ça sera un petit changement. La quatrième étape, celle-ci par contre, elle est magnifique entre Valkenburg et Liège. On va avoir vraiment du régal. On aura le Coburg, notamment en début d'étape, avec les monts de l'Amstel Gold Race. Et ensuite, on aura les monts de Liège-Bastogne-Liège avec le Monteux, la côte de la Redoute, la côte des Forges, la côte de la Roche-au-Faucon. C'est vraiment un final de Liège-Bastogne-Liège. Ça peut être très intéressant. J'aime beaucoup, surtout avec des femmes qui animent ce genre d'étape. L'étape 5 ensuite, entre Bastogne et Amnéville. Là aussi, quelques petites bosses, donc attention, ça montera un petit peu du côté d'Amnéville en plus. Ça peut être vraiment l'étape totalement folle. On a hâte de suivre. La sixième, là par contre, le trio d'étape finale est terrible. Remiremont, Morteau, un départ d'étape assez calme, on va dire, mais ensuite ça va s'enchaîner avec énormément de difficultés. Et ça peut faire vraiment très mal. Hâte de voir cette étape aussi en réalité. Tout comme l'étape 7, entre Champagnol et le Grand Bornand. Une arrivée au Grand Bornand tout simplement qui promet, puisqu'on va avoir du dénivelé
dans le partie finale pour arriver jusqu'au Grand Bornand. Et un final en apothéose, on avait eu le Tourmalet cette année. Et ben, les femmes auront droit à l'Alpe d'Huez avec le col du Glandon et la montée finale de l'Alpe d'Huez. Ça va être magnifique et un très très beau spectacle pour couronner ce Tour de France féminin. Voilà pour la présentation de ces deux parcours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, me donner vos avis et les étapes que vous attendez le plus. Moi, j'attends forcément du côté des hommes plus ou moins toutes les étapes, forcément. Mais l'étape de 3 avec les petits pavés, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. L'étape de la Bonnette aussi à Isola 2000. Le plateau de Bay parce que c'est une ascension que j'aime énormément. Le chrono final en espérant qu'il y ait du spectacle et la première étape qui promet également beaucoup de spectacles. Et côté féminin, il y a beaucoup d'étapes qui m'intéressent. Celle de Liège, si je devais en noter deux, celle de Liège et celle de l'Alpe d'Huez, bien évidemment, ça va être spectaculaire. J'espère en tout cas les gars que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.